Mes amis, bien le bonjour. Nous sommes le 6 novembre 2002 et nous avons un appareil de type Fokker A50 qui appartient à la compagnie luxembourgeoise Luxair qui décolle de l'aéroport de Berlin en Allemagne et puis qui va suivre une trajectoire sud-ouest pour aller à Luxembourg-Findel. Il y a un aéroport international au Luxembourg, il n'y a qu'un seul. Et c'est un vrai, avec une vraie piste et de vrais terminaux. Ce jour-là, le décollage de Berlin s'est fait à 7h40 du matin. Nous sommes en novembre, en plein automne, et sur la région, en particulier sur l'aéroport de destination, il y a de gros patchs de brouillard. Un brouillard à couper au couteau. Les pilotes, durant le vol, commencent à se renseigner sur la météo à destination, qui est un petit peu la dernière minute pour obtenir ce genre d'informations. Et là, ils réalisent que durant toute la nuit, cette matinée, la RVR, la portée visuelle de piste, ça signifie, grosso modo, c'est la visibilité qu'aurait quelqu'un debout au milieu de la piste en regardant dans le prolongement de celle-ci. La RVR. Eh bien, durant toute la nuit, cette matinée-là, elle a oscillé à peu près entre 225 et 275 mètres. Toutes les quelques minutes, une mesure arrive à la tour de contrôle. C'est des cellules photoélectriques qui font ce genre de mesures. Et en fait, voilà, elle est extrêmement faible. Ces pilotes, il leur faut 300 mètres. 300 mètres, c'est vraiment le minimum du minimum pour pouvoir atterrir avec ce Fokker 50. Donc, ils sont en vol, ils commencent à se poser des questions. En réalité, les questions, ils auraient peut-être dû se les poser avant de partir. C'est-à-dire que c'est peut-être pas une très bonne idée de décoller et d'aller vers un aéroport si les observations et les prévisions ce matin-là indiquent une très très faible visibilité. Mais malheureusement, vous allez voir que dans cette affaire, assez triste par ailleurs, eh bien, il y aura énormément de mauvaises décisions. Dans le cockpit, on a un commandant de bord. Il a 26 ans, 4200 heures. Il est capitaine depuis un an à peu près. Il a été capitaine à 25 ans. Il a eu une carrière, les médias l'ont décrite par la suite, parce que malheureusement il y aura une suite, les médias l'ont décrite comme fulgurante. Alors je vous raconte. Il est très important aujourd'hui de focaliser sur la personnalité de ce pilote. Alors, il a été recruté en 1995 chez Luxair. Quand il a été recruté, il avait 19 ans. Il revenait des États-Unis où il avait fait une formation de pilote. Et après, il a été envoyé en Suisse pendant une dizaine de mois, presque un an, pour compléter sa formation et convertir ses licences au format européen. Si on regarde encore de plus près que ça, alors on regarde à la loupe, si on regarde au microscope, on réalise que le chef pilote de la compagnie Luxair était rien d'autre que le papa de ce pilote. Donc le père de ce pilote, qui était lui-même chef pilote chez Luxair et en même temps était détaché au ministère des Transports locaux. Donc c'est quelqu'un qui avait plusieurs casquettes et beaucoup de pouvoir dans l'aviation locale. Eh bien, ce qu'il avait fait, il avait bloqué les recrutements dans la compagnie entre 1993 et 1995, date à laquelle arrive son fils. Alors certains ont dit qu'il avait verrouillé les recrutements pour permettre justement plus tard, pour protéger la place, pour que son fils puisse arriver. En tout cas, de telles rumeurs circulaient au sein de la compagnie et à un moment donné, l'histoire de ce père et de son fils avait remplacé le Monopoly. Je veux dire, tout le monde en parlait. Et une fois que le fils est recruté, justement, eh bien, il va avoir une carrière assez fulgurante et à 25 ans, il est capitaine. Il y a des gens qui indiquent que dans cette compagnie-là, en ces temps-là, la compétence ne jouait pas autant que les relations qu'on pouvait avoir justement avec le management et les responsables de la boîte. Juste un petit rappel rapidement. Si ton père est dans la compagnie et il te bloque un job et il te recrute, et il te garantit un job, tu as besoin de personne. Pour tous les autres cas, j'aimerais que tu regardes le partenaire de ce canal, Keylus. Ils sont basés en France. C'est littéralement la Rolls de l'accompagnement professionnel pour retrouver un travail après avoir perdu le sien, ou bien pour
jumper, sauter vers un autre travail quand on n'est pas très satisfait de son propre travail. C'est pris en charge dans certaines conditions par Pôle emploi, France Travail. Le lien est dans le descriptif de la vidéo et dans le commentaire épinglé. Revenons à notre histoire. Je disais que le capitaine discute météo, n'est-ce pas, avec le first officer, avec le copilote, et ils n'arrivent pas vraiment à s'entendre. Ils sont extrêmement indécis, ils sont perdus. Bon, ils continuent parce qu'il faut bien continuer, hein, ils ont décollé, donc je vais dire, tu vas à la destination, on verra après. Donc, ils décident d'aller vers leur destination, ils se disent, d'ici là, on avisera. Quand on arrive, si on ne peut pas atterrir, soit on attend que la météo s'améliore, on fait des tours comme ça dans les nuages en attendant qu'on nous annonce une meilleure RVR, ou bien, si au bout d'un moment il n'y a rien à faire, eh ben, on partira vers un aéroport de dégagement et puis on posera les passagers ailleurs et ils iront à destination en bus. Donc, je disais que une fois qu'ils commencent à s'approcher de l'aéroport de Luxembourg, ils sont en contact avec le contrôleur qui leur confirme la mauvaise nouvelle. Ce matin-là, il y a eu un avion, un Boeing 747 de Cargolux qui avait décollé, mais il n'y avait personne qui avait encore atterri ce matin-là, parce que la visibilité était très mauvaise. En réalité, ça les pilotes ne le voyaient pas vraiment, mais dans le stack d'attente, dans la file d'attente, plusieurs avions étaient là en train de tourner en attendant une amélioration de la visibilité. Notre appareil est en train d'arriver parce qu'on lui demande d'attendre, donc il est en train d'arriver vers le stack d'attente, mais avant même de rentrer dans celui-ci, le contrôleur aérien leur dit voilà, descendez à 3000 pieds. Okay. Donc là, il réalise que le contrôleur aérien est en train de les emmener vers une approche. Le copilote, lui, il ne comprend pas, il dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est enregistré dans la boîte noire, ces gens d'histoire. Commence à dire, mais c'est pas possible, c'est quoi ce foutage de gueule? Il veut quoi? Il veut qu'on atterrisse? Et en fait, il y a une communication qui est rompue un petit peu dans le cockpit. En réalité, plus tard, on va identifier plus de 13 erreurs opérationnelles qui ont été commises tout le long de cette histoire. Et ça, sans bien sûr inclure le recrutement, n'est-ce pas, dont je vous ai parlé, du pilote. Le dossier de recrutement n'a jamais été retrouvé en réalité. Le dossier de recrutement, les évaluations, tout ça ont juste disparu, n'est-ce pas, à un moment donné. Mais en tout cas, je disais que les pilotes qui n'ont même pas fait de briefing d'approche à ce stade, parce qu'ils n'étaient même pas croyants, ils n'avaient même pas beaucoup de foi dans cette histoire d'approche, ils pensaient que jamais ils n'allaient faire l'approche. Ils se sont un petit peu retrouvés pris de court, donc ils n'ont pas fait le briefing, ils n'ont pas discuté, la cabine n'est pas prête, l'hôtesse de l'air n'est pas attachée, le copilote n'a pas ses harnais, les checklists ne sont pas faites, donc quand le contrôleur leur dit voilà, allez-y pour l'atterrissage, eh bien, ils vont le suivre, mais en réalité, ils n'auraient pas dû, d'autant plus que la visibilité est toujours, la RVR est toujours inférieure à 300 mètres, mais ça, le contrôleur, lui, ne savait pas que pour ce Fokker 50, il fallait une visibilité d'au moins 300 mètres. Ça, il ne le savait pas, personne ne lui avait dit. Donc lui, il voit son stack, si on regarde du côté de la tour de contrôle. La tour de contrôle, il voit son stack d'attente, sa file d'attente qui est en train de se remplir. Il se dit, oula, là, si je continue comme ça, ça va vraiment faire beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, il est grand temps de commencer les approches. Donc, il prend le premier qui était sur son radar et il dit, tiens, toi, le Fokker 50, vas-y, quoi. Ces gens n'étaient pas obligés d'accepter, n'étaient pas obligés de suivre, mais dans le cas précis, ils ont suivi. Donc, ils descendent à 300 pieds, à 3000 pieds, ils sont sur une trajectoire radar d'interception de l'axe de piste, ils ont un ILS, et puis, ils ne savent pas encore quoi faire. Le copilote, lui, commence la checklist, voilà, le commandant de bord est en train de réfléchir, il n'y a pas de décision ferme qui a été prise encore. À ce moment-là, ils arrivent au point où ils doivent normalement intercepter le plan de descente. Ils doivent normalement commencer à descendre. À ce moment-là, ils ne commencent pas à descendre, ils continuent tout droit. Donc, ils continuent tout droit parce que le capitaine avait entendu que la RVR était de 250 mètres, donc il se dit
Ça ne sert à rien de descendre. Il annonce d'ailleurs même au copilote, il dit, il faudrait peut-être qu'on fasse une remise des gaz. Mais il va le verbaliser de manière molle. Il ne va pas dire, ok, on remet les gaz et il joint le geste à la parole. Non, il va balancer une phrase dans le sens où il faudrait qu'on remette les gaz. Le copie, lui, ne l'écoute pas, il est en train de faire sa checklist pour l'approche. C'est-à-dire, on remise des gaz, et quand tu décides, tu décides. Pour le moment, moi je pars sur le principe d'un atterrissage. Alors qu'ils ont dépassé largement le plan où ils auraient dû intercepter le plan de descente. Et maintenant, ils sont en train de voler au-dessus du plan de descente. Hein. On est d'accord, ils sont en train de voler au-dessus du plan de descente. Pourquoi? Parce que, je te fais un petit dessin rapide. Bon, c'est un peu dur de faire des dessins comme ça à main levée. Donc, ça, si tu veux, l'avion est là, à 3000 pieds. Le plan de descente commence ici, n'est-ce pas? Si l'appareil ne descend pas, tu vois bien qu'il se retrouve, hein, s'il ne commence pas à descendre, il se retrouve au-dessus du plan de descente, aussi simplement que ça. À cet instant, ce qui va se passer, c'est que le contrôleur aérien dit « on a une RVR de 300 mètres ». À ce moment-là, le capitaine décide de saisir cette balle en vol. Et il veut atterrir maintenant. Il se dit « j'ai 300 mètres, ça fait toute la nuit qu'on n'a pas eu 300 mètres, il vient de me dire ça, et il faut que j'atterrisse à tout prix. Si je n'atterris pas maintenant, je n'atterrirai jamais. » Donc, il décide de partir sur une interception de l'ILS, du plan de descente, par le haut. Ça signifie qu'il décide de tomber sur le plan de descente, qui est complètement pas standard. En général, l'interception se fait comme ceci. Ça, c'est le plan de descente. Je vous montre. Ça, c'est le plan de descente. Il est comme ça. L'avion se met à une altitude donnée, et puis il va avancer jusqu'à croiser le plan de descente. Et au moment où il le croise, donc regardez, il intercepte par-dessous, eh bien, il continue à descendre le long de ce plan. Ça, c'est une hérésie, ça. Ça, c'est une hérésie. Venir survoler le plan de descente et puis tomber dessus comme ça ne se fait pas. Mais c'est ce qu'il décide de faire. Alors lui, il décide de faire ça pendant que le copilote, lui, a largement entamé la checklist pour l'atterrissage. Entre autres, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un verrou, il y a un verrouillage. Alors ce verrouillage, si tu veux, c'est de la plage sol sur les manettes des gaz. Je t'explique. Sur cet appareil-là, comme très souvent sur les bimoteurs à hélice, eh bien, le législateur, pour des histoires de sécurité, a souhaité qu'on ne puisse pas, par inadvertance, quand on est en vol, ramener les manettes des gaz dans une zone qui est réservée seulement au sol. Parce que dans cette zone-là, le calage, c'est une zone où le calage des hélices va tomber complètement, hein, elles vont aller presque à plat, et elle crée beaucoup de freinage, beaucoup de résistance, et on peut même aller d'ailleurs plus bas, et on peut aller vers un calage négatif où elles vont franchement commencer à freiner l'avion. Donc, pour protéger cette zone, en vol, il y a une sorte de butée qui est placée, qui ne permet pas aux manettes des gaz de revenir en arrière. Bien sûr, il y a d'autres systèmes électroniques et tout ça qui empêchent aussi d'aller dans la zone sol quand on est en vol. Il y a un gros problème, je vous raconte. Le copie, ce qu'il a fait, il a enlevé la butée de protection dans le contexte de cette checklist. Quand le commandant de bord a voulu choper le plan de descente par le haut, qu'est-ce qu'il a fait? Et voici son plan mental. Le plan mental, c'est le suivant. Sortie du train d'atterrissage. On sort le train d'atterrissage. Bien entendu, le train d'atterrissage crée du freinage, ça c'est sûr. Mais dans le cas précis, ça ne suffit pas. Parce que l'interception brutale par le haut, même train d'atterrissage sorti, l'avion aurait pris trop de vitesse et n'aurait pas pu stabiliser sur le plan de descente. Donc, il aurait fallu une autre technique. Et c'est là que le commandant de bord avait une technique qui était strictement interdite, mais voilà, il l'avait utilisée, semble-t-il, beaucoup de pilotes l'avaient utilisée aussi. Alors, la chose est suivante. Il ramène les manettes des gaz au ralenti complet. Après, il y a une sorte de... Sous les manettes, il y a une sorte de système, une sorte de switch de blocage. Donc, il faut tirer dessus. À ce moment-là, on peut ramener les manettes dans la zone sol. On peut ramener dans la zone sol. Alors, bien sûr, il y a un régulateur électronique qui empêche les hélices d'aller franchement dans la zone sol. Mais attention, en faisant cela, on va jusqu'aux confins, jusqu'aux limites où c'est le régulateur électronique qui va empêcher
le calage de l'hélice de descendre encore plus bas. Ça signifie qu'en réalité, on va aller au calage minimal possible. D'accord? On va chercher le calage minimal possible. Ceci cause un freinage. Les hélices, quand elles passent dans ce mode-là, elles commencent à créer une force de freinage. Ce qui permet à l'avion de descendre rapidement. Et puis en plus, avec le train d'atterrissage sorti, on perd de l'altitude sans vraiment augmenter sa vitesse. Ça, c'était son plan mental. Maintenant, je vous raconte une autre histoire. Depuis les années 50, depuis le Fokker 27, parce que là, on est sur un Fokker 50, c'est un avion à hélice, bimoteur à hélice, turboprop, il y avait un problème. Ce problème a été après, par la suite, repris sur le Fokker 50. Il a été signalé de nombreuses reprises, il a été signalé dans les fins des années 80, il a été signalé par la suite dans les années 90, mais qui n'a jamais été vraiment réglé parce que Fokker pensait que c'était un problème théorique. Qu'en réalité, oui, on sait, il y a un problème de conception, il y a un problème de design, mais en pratique, ça n'arrivera jamais, cette histoire. D'accord? Et ça, malheureusement, on va retrouver très souvent des ingénieurs qui sont très qualifiés, très compétents, mais qui manquent d'imagination. Parce que l'utilisateur, lui, est absolument sans limite. Donc voilà le problème, je vais vous le décrire. Quand on sort le train d'atterrissage, le système, normalement, au moment où le train d'atterrissage touche le sol, donc à l'atterrissage, ce qu'il va faire, il va informer les systèmes de l'avion que l'avion est au sol. Okay? Très important, c'est un switch, il y en a sur tous les avions, qui dit, attention, l'avion est au sol, l'avion est en vol, pour permettre ou bloquer certaines fonctionnalités de l'avion. Okay? Dans le cas précis, qu'est-ce qu'on a? On a un switch qui, lorsque l'avion touche le sol, il informe le système qui gère justement les moteurs et le pas de l'hélice et lui permet d'aller en reverse. Ça signifie qu'il permet aux hélices de rentrer dans un pas négatif et donc causer vraiment un freinage très très brutal. Bien plus brutal que juste la zone sol. Alors attention, voici le problème. Le problème, c'est qu'on savait depuis toujours, depuis les années 50 littéralement, que lorsqu'on sort le train d'atterrissage sur le Fokker, il peut arriver que pendant quelques millisecondes, on a un signal de contact sol qui est envoyé dans le système. Un faux signal. Après, ceci, pendant 16 secondes, va créer une fenêtre où il est possible en plein vol de mettre les reverses, d'inverser le calage des hélices pendant 16 secondes. Et ceci, eh bien, était connu chez Fokker et ils ont considéré que ces 16 secondes, ben, ce n'est pas un problème. Que vu qu'on a la butée, et vu que de toute façon, pour ramener les manettes, il faut appuyer sous les manettes, il y a encore un système, il faut appuyer dessus, il y a un ressort, il faut ramener en arrière, que franchement, oui, ça existe, mais c'est vraiment un problème théorique plus qu'autre chose. Okay? Donc, oui, il y avait une modification qui a été recommandée par Fokker, mais n'était pas obligatoire. C'est juste conseillé, à bien plaire, si vous avez envie de le faire, faites-le, sinon vous ne le faites pas. Sur cet avion-là, ce n'était pas fait. Donc, notre commandant de bord, il fait ceci. Il va tenter donc sa recette miracle. Le train d'atterrissage sort, clac. Attention, là, on a un faux signal qui est envoyé et on a 16 secondes d'opportunité. La première butée mécanique a été enlevée par le copilote dans le cadre de sa checklist pour l'atterrissage. Donc, notre commandant de bord n'est pas en train de regarder les manettes. Il prend les manettes, il ralentit complètement. Sous les manettes, il y a justement ce système de déverrouillage. Il appuie dessus et il les ramène en arrière. Son but, c'est juste aller dans la zone beta range, comme on dit, pour pouvoir créer un freinage. Le problème, c'est qu'au moment où il le fait, les hélices passent franchement en mode reverse, inversion de poussée. Donc là, ce qu'ils vont ressentir les pilotes, c'est deux choses. Ils vont ressentir un freinage extrêmement brutal, un bruit d'enfer dans le cockpit, des vibrations, et ils réalisent que les hélices sont passées en mode reverse. Tu fais quoi à sa place? Tu fais quoi? Bien entendu, le capitaine prend les manettes des gaz et les pousse à fond vers l'avant. Oui, prend les manettes des gaz, les pousse avant vers l'avant. Le copie, bon réflexe, il se dit, je rentre les volets, clac, il rentre les volets. C'est une bonne idée pour réduire
réduire la traînée. Donc là, on est dans une logique de juste remettre les gaz et partir. Oui, mais voilà. Voilà. Et ça, on en parlera peut-être aussi plus en détail dans la prochaine vidéo. C'est que quand les reverses s'enclenchent, il n'y a pas toujours une garantie qu'elles vont ressortir. Et en particulier, il y avait un petit souci. C'est pas un souci, c'est une caractéristique sur le Fokker 50. C'est que si on veut sortir du mode reverse, ce qu'il faut faire, c'est pousser gentiment les manettes. D'abord, les ramener au ralenti, après pousser encore. En laissant le système, au système le temps de ramener les hélices, de les sortir du pas négatif, d'accord? Après, commencer à les accélérer et le pas augmenter. Donc, il aurait fallu le faire lentement. Sauf que le commandant de bord, sentant l'avion littéralement en train de tomber, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les manettes et claque à fond. Ce qui va se passer dans ce cas-là, on va avoir une condition qui fait que on augmente les gaz, oui, parce qu'on a poussé les manettes, oui, on augmente les gaz, mais en fait, les hélices ne sont pas passées dans le pas positif. Elles restent dans le pas négatif, elles vont même s'enfoncer dedans. Et dans le cas précis, elles sont parties à moins 17 degrés, qui est le maximum possible, ou le minimum si vous souhaitez, qui est le minimum de pas possible. Moins 17 degrés avec des gaz. Donc là, le freinage fait qu'on a l'impression, c'est comme si on était dans une voiture et on donne un coup de frein brutal, il y a tout qui tombe, quoi. Donc, l'avion continue de tomber de plus en plus rapidement. Les pilotes décident dans ce cas-là de faire la seule chose possible, c'est qu'ils coupent l'arrivée de carburant sur les moteurs. Parce que, à la rigueur, ils préfèrent être dans le brouillard, à faible altitude, avec une visée quasi nulle, avec 2 moteurs à l'arrêt, que dans la même situation, avec 2 moteurs à fond, en reverse. C'est débattable. Les deux conditions sont désespérées, mais bon, il y en a peut-être une meilleure que l'autre. C'est une vue de l'esprit. Ils font ça. Bien entendu, l'avion a perdu beaucoup de vitesse. Bien entendu, il est en train de tomber comme une pierre. Et l'instant d'après, il va surgir sur un champ. Et bam, il tombe quasi verticalement. Et puis, il explose. Donc, il part en morceaux. Il y a un chauffeur de taxi qui s'arrête, il essaie de secourir les gens, mais le problème, c'est que à peine il arrive vers l'avion que l'appareil prend feu. Les habitants à côté, à quelques centaines de mètres, ne voient rien, parce qu'il y a tellement de brouillard qu'ils ne réalisent même pas qu'un avion est tombé à côté. Le contrôleur commence à appeler le Fokker 50, il n'y a pas de réponse. Il finit par avoir des doutes, donc il informe les pompiers qui vont chercher l'appareil, et on va le retrouver. Donc on va le retrouver justement dans ce champ. Il a pris feu, il a été détruit par le feu. La seule partie qui a été sauvée, c'est l'avant de l'appareil, c'est le cockpit. Il a été cassé et projeté en dehors du feu. Le copilote, il est mort parce qu'il n'avait pas son harnais. Il a tapé, il est mort. Étonnamment, le capitaine, lui, il est en vie. Le capitaine est en vie. Il est un petit peu blessé, mais rien de critique. Il y a aussi un autre passager, un Français, qui est en vie. Tout le reste, tout le monde est mort en réalité. On avait 22 personnes, je disais. Sur les 22 personnes, on a 20 morts. Quelques personnes ont été secourues vivantes ou semi-vivantes. Elles vont décéder par la suite. Donc, le vrai bilan, c'est de 20 morts. Et on a 2 survivants. Un passager miraculé qui a été projeté à un moment donné. Et puis, on a le commandant de bord qui est à l'origine de la partie humaine, si tu veux, du problème. Parce qu'il y a quand même la partie technique. Ça signifie que même si ce commandant de bord, on va dire, mettons que c'est le pire commandant de bord de l'histoire, c'est pas grave, juste pour supposer. Je dis pas qu'il l'est, je dis juste, il y a d'autres qui volent aujourd'hui, hein, on me raconte des fois des histoires et tout ça qui sont bien pires que lui en réalité. Mais voilà, je disais que malgré qu'il ait fait ses erreurs, il a manqué d'organisation, il a eu de l'empressement et tout, on veut bien, ça c'est une cause entendue, mais un avion qui est capable de partir en reverse en plein vol, ça, c'est quelque chose qui ne doit pas exister. Mais malheureusement,
toutes ces choses qui ne sont pas supposées exister, qui existent, c'est elles qui font qu'il y a des drames aériens. Autrement, il n'y aurait même pas eu ce canal en réalité. Parce que toutes les histoires que vous regardez ici, c'est des histoires de choses qui ne devraient pas exister. J'étais dans une école d'aviation. Quand on pose la question à un instructeur, est-ce que le train d'atterrissage, si on est au sol, on remonte la manette, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Non, c'est pas possible, il y a protection, là, il te raconte l'histoire. Ok, tout le monde connaît cette histoire. Dans l'école où j'étais, en Suisse, il y avait un instructeur qui avait voulu démontrer justement à des élèves que le train d'atterrissage ne rentre pas. Ben, clic, il a fait ça, rentré le train d'atterrissage, l'avion au sol, le train est rentré et l'avion est tombé, et puis il y a eu beaucoup de casse et tout ça. Et des gens qui ont pris une grosse secouée. Je vais dire, problème, dans l'aviation comme dans autre chose, on se casse la gueule non pas à cause de ce qu'on sait, mais à cause de ce qu'on ne sait pas. Ici, on a un pilote qui a voulu utiliser une procédure qui n'est pas normale, qui est interdite, qui n'est pas prévue, sauf qu'il est tombé sur un plus gros imprévu que ce qu'il avait voulu. Lui, il avait voulu se dire, bon, allez, je le ramène dans la zone bitter end, je le ramène dans la zone sol, ça va de toute façon pas faire beaucoup, ça va juste ramener les pales vers un calage relativement, ouais, ça va être un peu plat, voilà, puis avec si on regarde les vecteurs, R et tout ça, ça va donner un très bon freinage, d'accord? Ça va donner déjà un reverse, parce qu'il faut savoir une chose. Bon, l'histoire des hélices, c'est ultra compliqué. La science des hélices n'est pas de ce monde. Mais pour qu'une hélice donne un freinage, elle n'a pas nécessairement besoin d'aller dans un calage négatif. On peut avoir une hélice dans un calage positif et elle donne du freinage, d'accord? La démonstration, je vous la ferai peut-être un jour, mais il faut des dessins extrêmement compliqués. Mais, donc lui, ce qu'il voulait faire, c'était réduire le calage des hélices. Dans ce cas-là, générer un freinage, et c'est tout. Le problème, c'est qu'il a fini par en obtenir plus que pour son argent. Voilà. Donc, il y a eu une histoire, une suite judiciaire, un feuilleton judiciaire qui a duré plus d'une dizaine d'années. Le crash a eu lieu en 2002, jusqu'au début des années 2010. Il y avait encore des suites juridiques. Le pilote venait avec son père. Le père était licencié de la compagnie. 5 autres pilotes ont été licenciés de la compagnie. Il semblerait qu'il y avait une sorte de clique, comme on dit. Donc, à un moment donné, on a décidé d'assainir. Je pense que toutes les personnes qui ont touché de près ou de loin le recrutement, la validation, la décision liée à ce pilote, ont tous été virés. Le pilote lui-même a été condamné à 41 mois avec sursis. Donc, il n'a pas fait de prison. Mais voilà, il a été quand même condamné et sa carrière, on pense, s'est arrêtée là. En tout cas, mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo et rappelez-vous, si c'est la compagnie de ton père, tu n'as pas besoin d'aide, hein, ça va, tu seras recruté sans problème. Dans tous les autres cas, contacte Qiluz, le partenaire de ce canal. Merci et à une prochaine vidéo.